Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents au Web Today et de venir écouter cette table ronde. Pendant la prochaine heure, on se demandera si le modèle des scale-up et l'impact positif sont compatibles. Parce qu'en effet, depuis plusieurs années, on voit que les entreprises à impact fleurissent sur la scène économique. Elles sont suivies de plus en plus près et par les clients et par les investisseurs, dans un contexte où la transition vers des modes de consommation plus respectueux de l'humain et de la planète sont vraiment au cœur des préoccupations et individuelles et politiques. Mais ce qu'on va se demander aujourd'hui, du coup, c'est s'il est possible pour une entreprise, notamment pour une start-up, de passer à scale-up, voire au statut de licorne, tout en gardant vraiment l'impact au cœur de son business. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de sociétés en phase de passage à l'échelle aujourd'hui qui se voient contraintes de faire une croix sur certaines de leurs valeurs, notamment au moment des levées de fonds ou en augmentant leur volume, par exemple. Et donc, par ailleurs, on voit aussi que ces entreprises, elles rencontrent encore des barrières, comme le manque de financement par exemple, pour vraiment passer à l'échelle et arriver à conjuguer impact et croissance. Donc, comme on le disait, moi je suis Héloïse Ponce, je suis journaliste, et pour échanger sur toutes ces problématiques, je suis entourée de Sarah Korn, qui est cofondatrice de Founders Future, qui est un fonds à impact qui apporte du capital aux startups en amorçage et en série A, de Christian Georges, qui est cofondateur de Vestiaire Collective, qui est un site d'articles de luxe de seconde main, et plus récemment de Omi, un site de vente de produits alimentaires de base et régénératifs, et de Pascale Guiffan, qui est cofondatrice d'Openland, qui se définit comme une fabrique dédiée aux porteurs de projets régénératifs. Donc, pour commencer, je m'adresse à vous, Pascale. On voit qu'il y a une explosion de la notion d'entreprise à impact dans l'écosystème, ces dernières années surtout. Vous me disiez avoir vraiment observé cette tendance et aussi vu débarquer une nouvelle génération d'entrepreneurs qui étaient soucieux de cette question-là. Oui, effectivement, ça fait... en fait, dans le début, il y a quand même, dans l'entrepreneuriat impact, il y a quand même un ancêtre, ou en tout cas un courant qui est hyper important, qui est l'entrepreneuriat social et solidaire, qui a été majoritairement porté, par exemple, par les mutualistes. On a des grandes mutuelles aujourd'hui qui font partie de l'entrepreneuriat social et solidaire. Il y a beaucoup de modèles associatifs et puis des organisations qui ont beaucoup grandi. Je pense notamment au groupe SOS, qui est un exemple justement de structuration de ce réseau ESS, de cet écosystème ESS, avec des tailles plus importantes, des mutualisations de fonctions, etc. Et parallèlement à cette histoire, je dirais plus française, à l'international, on a vu au début des années 2000 tous les concepts de bottom of the pyramid. Comment est-ce que, en fait, je développe des produits qui sont adaptés aux personnes les plus pauvres, ou j'intègre dans mon processus de production des personnes les plus pauvres, typiquement comment je vais travailler avec des chiffonniers, etc. Et en fait, c'est aujourd'hui ce qu'on observe, c'est que sur la question de l'impact, déjà, qu'est-ce qu'on met derrière, impact positif. Il y a eu beaucoup de choses sur l'impact social et dernièrement, on a beaucoup plus de choses sur l'impact écologique, notamment sur les questions d'économie circulaire. On a une grosse explosion d'entreprises à impact sur la question d'économie circulaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu entre deux avec des gens qui ont envie d'entreprendre, mais qui ont envie de mettre leur modèle économique au service d'un impact positif, c'est-à-dire que le fonctionnement, la croissance du modèle économique va servir l'impact. Et je pense que ça, c'est une vraie différence qui fait que, on a des gens qui sont en mode, pas en mode implication associative, comme on avait pu vivre potentiellement. Alors là, moi, je suis assez vieille, on va dire, mais comme on a pu vivre dans les années 80, 90 avec les grandes ONG, etc. Mais là, vraiment un potentiel entrepreneurial avec tout ce que ça pose aussi, comme ambiguïté, comme difficulté, comme le fait de est-ce qu'on peut finalement piloter la réalisation d'un impact avec aussi la réussite économique du modèle. Mais clairement, on a ces dernières années cette explosion et surtout une structuration de cet écosystème. Et je pense notamment à Impact France, qui aujourd'hui a quand même l'objectif de devenir le prochain MEDEF. Et nous, on fait partie d'Impact France, donc on a très envie que ce soit le cas, mais qui vient finalement bousculer aussi cette vision de c'est quoi être entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire, comment une entreprise contribue à l'intérêt général, à plus grand que soi et à autre chose que la bottom line. Et ça, en fait, on est en train de voir aussi que ça vient de plus en plus percuter
l'entrepreneuriat classique avec d'autres modèles qui émergent. Donc cette structuration de l'écosystème, en tout cas je l'accueille avec vraiment un aspect très positif parce que ça veut dire qu'on prend part au débat, institutionnel et qu'on va venir pousser en fait de plus en plus pour faire bouger toute la vision entrepreneuriale et économique. Ça, c'est un point qui est intéressant et c'est ce que vous disiez aussi, c'est qu'en effet, derrière la notion d'impact, aujourd'hui, on peut mettre un petit peu tout et n'importe quoi, qu'il n'y a pas de définition juridique formelle en fait, qui définisse ce qu'est une entreprise ou un entrepreneur à impact. Du coup, je me tourne vers vous, Christian, vous qui êtes dans cette veine-là. Qu'est-ce que c'est pour vous une entreprise à impact et vous, quels critères concrets vous avez choisis chez OMI pour coller à cette notion au plus près en fait ? Eh bien, pour répondre et pour compléter ce que tu disais, moi je pense qu'on n'est pas obligé de percuter le modèle, on peut juste le mettre sur un autre chemin. Typiquement, si on prend l'exemple de Vestiaire Collective, qui est une belle entreprise aujourd'hui qui a de l'impact de la seconde main, donc aujourd'hui c'est démontré comme étant une bonne chose pour le textile. Quand on l'a créé en 2009, on était plutôt sur un business de subprimes, il y a des trésors dans vos placards, vendez-les. Sur le chemin, on s'est rendu compte qu'on avait un impact très positif. On en a profité pour passer B Corp et ça a donné un second souffle en fait à l'entreprise. Pourquoi ? Je pense parce qu'en fait, au fond de ça, c'est le consommateur qui veut quelque chose. Donc en 2009, il veut la liquidité sur les pièces qu'il y a dans son placard, il veut y trouver de la valeur. Et un peu plus tard, quand c'est usé, on a les rapports du GIEC qui tombent, et donc cette espèce de stress sur notre futur collectif en tant qu'humain. Et donc là, on a un nouveau moment d'énergie qu'en tant qu'entrepreneur, on a saisi. Non pas parce que c'était une stratégie cynique, non, parce que c'est une vraie demande des consommateurs et qu'on était au milieu. Donc on a travaillé énormément avec de grands groupes pour auditer à quel point on était positif ou pas, et puis on a continué. Donc voilà. Alors moi, à titre personnel, en fait, je pense que donc aujourd'hui, je suis clairement dans un projet qu'on pourrait dire typé impact. Donc on n'est pas une épicerie, on n'est pas un site de vente, on est une marque alimentaire. Parce qu'on pense que quand tu es une marque alimentaire, donc tu fabriques des produits, donc on source des ingrédients qui sont issus de sols, qui utilisent des techniques régénératives, puis on les confie à des gens qui vont les transformer en sauce tomate, en ketchup, et ensuite on les vend aux consommateurs en direct. Donc sur le chemin, en étant cette marque alimentaire-là, on peut s'assurer que les gens avec qui on travaille gagnent bien leur vie, que les ingrédients ont un impact positif sur la planète, voire captent du carbone et ont des enjeux de biodiversité positifs. Et ça, c'est un très beau levier. Donc, je pense que ça ressemble à une entreprise à impact. Après, moi, en général, quand je parle, j'ai plutôt entreprise positive. Parce que je crois vraiment au modèle de l'entreprise, en fait. Donc, lorsque je suis sorti de Vestiaire Collective il y a 3 ans, j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Je me suis engagé dans je fais un pas du côté de l'ESS. Et je n'ai pas retrouvé ce que je connaissais, ce que j'aimais. Ce n'était pas forcément le logiciel en fait, d'impact en fait, que je savais maîtriser. Et donc je me suis dit, bien entendu, passionné par la lecture sur les B Corp, passionné par l'alimentation, qui a un très beau levier écologique, économique, de santé. Et je me suis dit, voilà, l'alimentation, c'est un très beau terrain de jeu. Créer une entreprise qui, depuis le départ, va pouvoir avoir un modèle compatible avec un impact positif. Et puis, allons-y. Mais par contre, je joue avec les mêmes règles que les startups classiques, avec levée de fonds, capacité, nécessité de démontrer qu'on sait aller vite, que c'est un enjeu, pour se positionner sur un marché qui est très tendu, celui de l'alimentation mainstream. Je voulais aussi du coup évoquer avec vous la question du manque de financement, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de financement, mais peut-être en termes de volume, c'est plus une problématique. Sarah, je crois que quand même, l'impact, c'est une notion qui attire de plus en plus les investisseurs, et notamment les fonds à impact comme Founders Future. Est-ce que vous pensez qu'en fait c'est un bon signal et que ça pourrait contribuer demain à faire naître de grosses scale-up à impact, voire des licornes à impact ? Je pense que, bonjour à tous déjà, je pense que c'est très nouveau, Pascal le disait, on a vu l'émergence de l'économie sociale et solidaire et on a vu l'émergence de nouvelles formes d'entrepreneuriat à impact qui ont donc ce logiciel, comme expliquait Christian, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat classique, mais qui porte des convictions et un modèle économique qui est nativement impact. Donc tout ça est assez nouveau, donc je dirais qu'en effet il manque de financement, aujourd'hui surtout de financement en amorçage pour venir financer toutes ces nouvelles formes d'entreprises.
Il y a évidemment dans le marché des fonds d'investissement les pionniers de l'impact, donc sans les nommer, Citizen Capital, Alter Equity, qui, il y a quelques années, avaient compris qu'en fait, ces modèles d'entreprises vertueuses ne présentaient pas plus de risques, mais au contraire, un fort potentiel de croissance et de développement et de la création de valeur. Et donc, c'est une nouvelle forme d'investissement, de penser que, en fait, toutes ces nouvelles entreprises, c'est celles qui vont être les plus vertueuses et donc attirer le plus de talents, s'adapter à la réglementation, être vraiment une réponse des citoyens de plus en plus engagés, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment les pionniers de l'investissement impact. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de fonds plus traditionnels. Nous, on fait partie de cette génération de fonds tech digital et on a fait ce move de lancer un fonds dédié à l'impact. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, comme d'autres investisseurs, un très fort potentiel de marché, que dans toute cette transition sociale et économique, il y a des acteurs qui vont réinventer vraiment le système, la façon de faire, avec une promesse plus durable et plus vertueuse, et qu'il y a un potentiel de développement et de scale-up d'entreprises. Et donc, on a vraiment développé ce fonds dédié. Moi, je trouve que tout ça est très positif, que le secteur financier puisse allouer davantage d'investissement à ces nouveaux business. Alors après, évidemment, il y a sûrement un peu d'impact washing, il y en aura de plus en plus. Et je dirais que ça fait un peu partie du jeu. Moi, je trouve ça formidable que des grands fonds commencent à faire de l'impact. Et je crois, en tout cas j'ai envie de croire que finalement le choix de l'investissement et que le modèle est en train de s'inverser, que c'est aussi les entrepreneurs qui vont choisir les fonds avec lesquels ils veulent s'associer et qu'en fait tout est une question aussi de partage de valeurs, de s'aligner sur un projet, sur des valeurs d'une entreprise, sur une trajectoire de développement d'une entreprise et que donc pour moi c'est aux entrepreneurs d'aller choisir les bons investisseurs finalement à impact ou pas, qui vont être alignés sur le projet. Donc ça, c'est une première chose. Et évidemment, le monde financier est en train de se structurer. Je crois aussi beaucoup à la réglementation. Je pense que ce qu'on est en train de vivre, alors sans faire trop de jargon sur la réglementation européenne qui est en train de se structurer, mais on est en train de catégoriser les fonds. Donc les fonds d'impact seront catégorisés article 9 dans la réglementation. Les fonds ESG, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas qui n'investiront pas dans des business for good, mais with good, donc avec des vraies trajectoires de responsabilité sociale des entreprises. Tout ça est en train de se structurer. Et je crois en tout cas, la dynamique est plutôt positive et vertueuse. Et c'est vrai que ça, c'est un point intéressant, c'est qu'on voit que les fonds généralistes intègrent de plus en plus de critères extra-financiers dans leurs investissements. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une question du choix des entrepreneurs. Donc, je me retourne vers vous, Christian. Est-ce que c'est important, selon vous, quand on fait des levées de fonds, d'intégrer aussi ces VC peut-être plus classiques, mais qui s'y mettent, quoi ? Oui. Je pense que quand on est une entreprise et qu'on a besoin d'argent, et donc il y a plein de manières de se financer, et il y a pas mal d'argent sur le marché, du coup, quand le projet est beau, on peut trouver les investisseurs qui vont avec. En l'occurrence, moi j'ai commencé au MI, donc vraiment Bicorp Day One, très, très positionné en fait sur vouloir délivrer des choses positives sur beaucoup d'axes, et j'ai choisi un fonds classique. Et je pense que le sujet n'est pas... l'atteinte du fonds, c'est plutôt les gens avec qui vous travaillez et le timing du fonds aussi qui change un petit peu dans l'emploi. Je connais plein de gens, des gens très 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 bons dans des fonds d'impact, d'autres bien ailleurs. Donc c'est un peu une réponse de Normand, ça. Mais du coup, dans l'idée, en fait, non, je pense que c'est pas grave que ce soit impact ou pas. Je pense qu'il y a des thèses qui vont pouvoir être additionnelles dans les fonds d'impact, typiquement le reporting impact. Donc je pense que c'est une vraie gageure de lancer une société ambitieuse, parce que du coup, quand on fait appel à du venture capital, c'est qu'on a des ambitions, veut aller vite, parce que sinon on va pas avoir des fonds d'investissement de ce type-là. Et dans l'impact, on va avoir une lecture en fait de ce qu'on a au dehors du financier qui est positionné de manière assez ferme en fait. Et du coup, on doit rendre compte sur soit de la biodiversité, soit sur de l'ESG. Donc ça va assez loin. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on développe une société à H1, H2, H3, etc. Eh bien, être concentré sur autre chose que juste le rendement financier, c'est pas facile.
Et on le voit même dans OMI, l'entreprise a 2 ans, on est tous très engagés dans l'entreprise et on peut rapidement oublier en fait on pourrait aller plus vite par là en passant ce chemin-là, mais qu'il est peut-être un peu moins cool à faire pour la planète. Et donc, c'est très important en fait d'avoir cet alignement. Néanmoins, dans mon expérience personnelle, en ayant travaillé avec un tout premier fonds non impact, en fait, c'est notre drive à nous en tant qu'entrepreneurs qui compte. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et tant qu'il n'y a pas de stress parce que la boîte continue à se développer, on nous laisse vraiment le choix des armes. Très bien. Et c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver. Enfin, en tout cas, je pense que voilà, il faut pas se laisser déborder par la pression des chiffres que peuvent mettre aussi les investisseurs. Et c'est peut-être ça où le bas peut blesser. Je pense aussi quand dans une entreprise en hyper croissance, avec des fonds qui contribuent à éloigner en fait les entrepreneurs, les entreprises de leur mission de départ en fait. Pascal, comment on se protège entre guillemets de ça selon vous? Est-ce qu'il y a des solutions? Je ne pense pas qu'il y ait de solution. Enfin, moi, je ne suis pas trop solutionniste déjà, mais moi, je pense qu'il y a un enjeu quand même quand on est une entreprise à impact, qui est la question de l'intention déjà des personnes qui créent l'entreprise. Voilà, tu as créé une entreprise avec une intention que tu as posée, etc. Et en fait, le premier enjeu, c'est de pouvoir partager cette intention et cette mission que tu te fixes avec le corps social qui t'entoure. Donc, tes salariés, tes investisseurs, tes parties prenantes, etc. Et je pense qu'il y a vraiment une question aussi de cohérence. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste d'avoir une finalité d'impact, mais la façon dont tu construis ton organisation, la façon dont c'est inscrit dans tes rituels de gouvernance, de pilotage, de performance, etc., c'est ultra important. C'est-à-dire que si tu fais de l'impact juste pas faire de l'impact parce que tu as une opportunité, effectivement, de manière un peu cynique, ben ok, tu fais de l'impact, puis au moment où tu vas prendre un chemin de traverse, tu vas le prendre. Et donc, je pense qu'il y a un vrai questionnement sur comment je partage cette mission largement et comment je la vis dans mes actes de management, etc. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est comment je me protège. Patagonia, B Corp, c'était une façon de se protéger, de protéger justement cette mission et de s'assurer que cette mission va perdurer au-delà du fondateur. On parle beaucoup d'interface, mais quand même, la première réussite d'interface, c'est que Ray Anderson meurt. L'ambition et l'intention de cette entreprise restent là et il continue à y aller. Et donc, il y a aussi cette question de comment je vais au-delà de moi, chef d'entreprise, voilà, cofondateur, machin, mon dialogue avec mon investisseur, comment je partage plus largement et comment j'inscris ça dans la marche et la gouvernance de mon entreprise. Alors, c'est pas simple, ça fait appel à tout un tas de choses, ça questionne sur l'organisation. Quand tu vas vite et quand tu crois vite, ben voilà, tu fais pas tout nickel tout de suite. Hein. Tu as des phases où c'est le bordel, puis après tu structures, puis c'est rebordel, et puis tu restructures. Même quand tu fais doucement. Voilà, donc donc c'est pas un chemin, mais avoir cette intention de te dire, en tant que cofondateur, je vais pas être là tout le temps. Puisqu'en plus, si tu scales, il y a un moment, il y a peut-être un fonds qui va prendre des parts, qui peut te dire, en fait, tu n'es pas la bonne personne pour ce moment-là, en fait. Donc, salut. Et c'est là où je pense où est tout l'enjeu, c'est-à-dire que l'enjeu de l'impact, c'est pas juste un enjeu opérationnel, technique, etc. C'est un enjeu de culture. Et transformer des boîtes qui aujourd'hui ne sont pas orientées vers ça, c'est pas uniquement un enjeu de reporting, technique, etc. C'est comment ça s'inscrit dans ma culture de boîte et comment, dans la façon dont je vais fonctionner, ça devient l'un des sujets obligatoires quand je mène mes projets. Et pour moi, c'est une vraie réflexion d'organisation. Un point que je peux souligner et que tu mets en exergue, que je trouve très intéressant, c'est la pluralité des parties.
Donc c'est vrai qu'on était parti d'une discussion très duelle entre l'investisseur et le fondateur ou la direction. Et en effet, cette question de culture qui prend les fournisseurs, qui prend les clients, qui prend les employés au sens de la mission globale de l'entreprise, c'est vraiment ça qui compte. Et donc l'investisseur n'est qu'une de ces parties prenantes en fait à l'intérieur du jeu. Et donc quand tu crées l'entreprise, en fait, c'est tout ça que tu fais derrière. Beaucoup plus fort en fait. Donc dans Omi, on est parti Bicorp. Évidemment, c'est un cadre de jeu qui t'impose en fait de prendre ensemble des parties prenantes et de travailler avec en fait. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu avais dit avant, c'est peut-être aussi accepter et faire accepter justement au fond, aux personnes avec qui on travaille, qu'on peut avoir des ambitions, mais ralentir aussi, quoi. Y aller plus doucement, en fait. Si jamais ça va à l'encontre de la mission, pourquoi pas? Mais je pense que c'est pas si simple que ça, en fait. C'est-à-dire que tu as une capacité à aller dans un marché et il faut y être à une certaine vitesse pour continuer à avoir du capital, si c'est nécessaire pour grandir. En vrai, donc c'est vrai qu'on a eu une période de très pousse au crime dans le capital risque, notamment dans les 10 dernières années, mais toutes les boîtes ne sont pas comme ça. Il y en a plein et la plupart souvent grandissent à leur vitesse et à la vitesse du management en fait, qui est souhaité. Dans le cas du VC, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils rentrent l'argent, ils doivent le ressortir à un certain moment en fait. Et donc il y a 10 ans dans le passé, donc 7 ans, 9 ans, ça dépend, tu sauras mieux répondre que moi, et donc il y a un temps auquel la boîte doit avoir une opération de liquidité. Mais aujourd'hui, en 2022, en fait c'est un peu moins vrai, parce qu'il y a un marché du secondaire, donc la capacité à racheter des parts à des fonds qui sont dans des boîtes, qui existe beaucoup plus. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça existe. Du coup, en fait, il y a moins d'urgence à ce que le fonds ait son exit. Et du coup, peut-être qu'il ne fera pas une exit stellaire parce qu'il aura envie de rester, mais il doit sortir, mais il fera quand même une belle exit. Et du coup, il y a moins de pression en fait, sur les cofondateurs à aller faire n'importe quoi, à n'importe quel rythme, juste pour que la boîte puisse sortir. Oui, tout à fait. Et ça... En fait, ça. Tu veux peut-être que je complète ça peut-être parce que c'est une question importante, en tout cas, quand on parle d'investissement impact, la question justement de l'exit, du retour sur l'investissement. Donc je pense que déjà, d'un fonds à un autre, c'est assez différent. Nous, on est un fonds assez classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un FPCI. Donc notre durée de vie est de 10 ans, qu'on peut rallonger de 2 ans, donc 10 plus 2. Évidemment, on gère de l'argent d'investisseurs et donc ces investisseurs attendent un retour, quel qu'il soit. Après, c'est quel retour on cherche. Généralement, les fonds d'impact classiques, le retour à peu près estimé, le multiple il est de 2, ce qui nécessite en fait d'avoir dans son portefeuille des entreprises qui sont de bonnes candidates à une forte croissance, parce que c'est ce que tu disais, je pense que Vestiaire Collective, j'imagine qu'il y a eu plusieurs étapes, mais c'est des boîtes qui sont quand même assez clientes de l'hypercroissance, à un moment parce qu'il y a un marché très fort, il y a une demande, il y a un changement, il y a un vrai shift dans la consommation, notamment sur la seconde main. Donc c'est des boîtes qui potentiellement vont se développer très très vite, où il y a un attrait des investisseurs, de l'argent, etc. Et puis il y a des boîtes, et nous on a à cœur aussi de financer des modèles qui sont différents, qui vont aller en tout cas peut-être plus lentement, qui soient moins candidats à l'hypercroissance, mais néanmoins qui vont créer une valeur très forte, qui pourront demain être revendus à d'autres types d'acteurs, typiquement des industriels quand ça a du sens, que ça crée de la valeur. Donc c'est de trouver le juste équilibre. En tout cas, moi, c'est un de mes enjeux sur ce fonds, c'est ça, d'investir dans une vingtaine d'entreprises dans lesquelles il y aura aussi bien des modèles de start-up industrielles, on en a fait quelques-unes, que de modèles beaucoup plus R&D, parce qu'un de nos sujets, c'est la transition alimentaire. Donc il y a tout un tas de sujets beaucoup plus, en tout cas qui nécessitent de financer de la R&D, que des startups beaucoup plus qui utilisent des codes tech, digital, sur des modèles type marketplace, SaaS B2B, qui sont des modèles qu'on connaît assez bien, qui sont des modèles assez clients de la croissance et beaucoup plus simples en tout cas à financer. Donc c'est trouver le juste équilibre et surtout, je pense que je reviens un peu à l'essence même, mais c'est de se poser la question quand on crée un fonds, quel qu'il soit, impact ou non, c'est qu'est-ce qu'on veut financer. Et pour moi, tu disais qu'il y a plein de notions de définition de l'impact. En fait, c'est
quelle est notre propre définition de l'impact? C'est quoi? Et donc, pour moi, c'est d'investir dans des entreprises qui, en fait, sont ces entreprises qui vont faire là le monde dans lequel nous, on a envie de vivre déjà dans notre équipe de fonds d'investissement. Donc, quand on parle de transition sociale et écologique, c'est quoi? Et nous, on a choisi 4 sujets. La transition alimentaire, plutôt sur des sujets de nouvelles formes de production plus responsables. Donc, on est investisseur Domine notamment pour ça. Tous les sujets autour de l'économie circulaire, parce que c'est ce que tu disais très bien, Pascal, c'est aujourd'hui, ça bouleverse toutes les industries, tous nos modes de pensée, de fonctionnement d'entreprise. Le sujet de la mobilité, comment est-ce qu'on investit dans des nouvelles formes de mobilité, de micromobilité, comment est-ce qu'on repense notre façon de transporter des marchandises, de se déplacer, etc. Et le sujet du bien-être et de la santé. Et donc après, une fois qu'on a posé vraiment une stratégie et qu'on s'est dit quelles sont les entreprises qu'on a envie d'accélérer, d'accompagner, surtout quand on fait de l'amorçage, parce que quand on fait de l'amorçage, on prend un risque, donc on doit vraiment croire encore plus au projet, au modèle, à l'intention et au sujet, avoir de fortes convictions. C'est très important. Oui, et c'est un autre truc que tu me disais que je trouvais super intéressant, c'est qu'avec Founders Future, vous n'avez pas de problème à trouver des entrepreneurs et entrepreneuses qui ont vraiment l'impact cheville au corps et c'est ce pourquoi ils ont entrepris et voilà. Mais tu me disais qu'un des points clés c'était d'arriver pour garder le cap à avoir une trajectoire d'impact et j'imagine que ça c'est une autre paire de manches. En effet, quand on a lancé le fonds, on s'est dit, et donc c'est donc Marc, le fondateur de Founders Future, qui est vraiment à l'initiative de la création de ce fonds. Il avait une conviction forte sur l'impact, mais il s'était dit, on n'aura peut-être pas beaucoup de dossiers, le deal flow ne sera pas celui de la tech et du digital à l'époque, etc. En fait, on est en train de voir, je pense, arriver une déferlante de modèles, de projets, parce que ça répond à une vraie demande et une vraie mutation de la société. Donc, on n'a pas de problème pour trouver des dossiers, surtout sur ces sujets-là. Donc, pas de problème du tout de bons dossiers. Néanmoins, quand on investit en amorçage, en effet, le sujet, c'est d'accompagner ces entrepreneurs à matérialiser, à concrétiser leurs impacts. Parce qu'on investit dans des boîtes et des entrepreneurs qui sont ultra convaincus, engagés, tu l'incarnes très bien, mais qui démarrent et donc qui ont assez peu aujourd'hui de résultats, de chiffre d'affaires. Nous, on peut investir pré-revenu. Donc, il faut les accompagner à identifier les bons indicateurs, le bon rythme aussi de croisière. Vous parliez beaucoup moi, je crois qu'il faut séquencer des indicateurs business, des indicateurs d'impact, pas vouloir aller trop vite, tout faire trop vite. Typiquement, le sujet du bilan carbone ou de réaliser une analyse de cycle de vie. Elle n'a de sens que quand on a un petit peu de données, un peu d'historique, etc. En tout cas, il faut séquencer les choses. Je pense que c'est important parce que créer une boîte et un business qui fonctionne, c'est déjà c'est un objectif assez important. Et donc, d'inscrire ça dans la durée. Et nous, on investit dans les 2, 3, 4 premières années de vie de l'entreprise. Notre intention, c'est d'accompagner tous ces entrepreneurs à avoir une vision à 360 de l'impact. C'est ce que tu disais. Beaucoup de ces solutions-là sont plutôt des solutions qui répondent à des enjeux écologiques. Et donc, quand on est une entreprise qui est portée par une ambition d'impact environnemental, il ne faut pas oublier la question sociale, sociétale, et donc penser à toutes ces parties prenantes. Donc, c'est vraiment l'ambition. Donc, très concrètement, c'est accompagner les entrepreneurs à devenir Bicorp, même avant de devenir Bicorp, à faire son auto-évaluation et prendre conscience de l'intégralité du sujet. De quoi on parle quand on parle d'une stratégie RSE, en fait, dans sa boîte. Et ça ne suffit pas d'être nativement impact, je pense. Je vais reprendre une citation que j'avais trouvée assez géniale du cofondateur de Veja qui disait « On peut être un super écolo et un parfait connard ». Et donc, ça dit bien ce truc on a une ambition très très forte, notamment dans l'écologie, d'apporter une solution. C'est pas pour ça que on est le meilleur employeur, c'est pas pour ça qu'on a le meilleur impact sur toutes ces parties prenantes. Donc c'est se poser aussi toutes ces questions-là. Et ça se séquence. On a décidé de le faire avec un outil, une plateforme qui permet
d'identifier ces indicateurs d'impact, de s'améliorer dans le temps et surtout d'être dans cette logique d'amélioration continue, parce que je pense qu'en fait l'impact c'est pas une fin en soi et qu'on peut toujours s'améliorer et les pionniers doivent continuer à en tout cas devenir et rester pionniers. Ceux qui le sont moins doivent continuer à innover sur toutes ces questions environnementales, sociétales. Et Christian, du coup, je me tourne vers toi pour donner un petit exemple à tout ça. Tu me disais donc OMI n'est pas encore dans une phase d'hypercroissance, mais est-ce que tu anticipes justement déjà à travers une trajectoire d'impact le fait justement de se re-questionner très ponctuellement sur toute la stratégie et le développement de ton entreprise pour justement réussir à garder ton cap et ta raison d'être? Nous, on a pré-cofondation, on avait la mission d'entreprise qui était déjà écrite. Et puis, on s'est rassemblés les associés autour de la mission. Après, on a trouvé le projet, forme d'originalité dans le concept. Donc, avant tout, on voulait faire un projet positif. Puis, on s'est rassemblés sur l'alimentation et on a trouvé OMI ensemble. Donc, ça fait vraiment, sur les aspects de gouvernance, la manière dont on gouverne la société, elle est différente. La manière dont on l'a montée, la manière dont on travaille avec les partenaires, elle est différente. Donc, oui, on a un vrai axe de développement. Ensuite, la vitesse à laquelle tu peux exécuter, elle dépend en vrai de l'appétit du marché. Les grands fonds d'investissement t'expliqueront qu'ils ne savent rien faire d'autre que de mettre de l'argent sur une boîte qui va chercher un marché. Donc les boîtes n'inventent pas des marchés. Les consommateurs voulaient de la seconde main. C'est pour ça que Vestiaire a marché. Nous, on a fait le possible pour être tout en haut des boîtes qui étaient sur la vague, en fait. Et du coup, on a plutôt réussi avec Vestiaire. Mais leur argent ne nous a pas permis de fabriquer un marché. Il nous a permis de dire à plein de gens qui voulaient acheter des fringues d'occasion que c'était cool. Et de faire que c'était cool, que ça devienne désirable. Donc voilà. Donc dans la vitesse d'exécution, tu n'as pas toujours la main en fait dans ce que tu peux faire. Et je pense que ça fait un pont avec la headline du panel, donc sur licorne, pas licorne. Donc c'est quoi une licorne? C'est une boîte valorisée à 1 milliard. Donc valoriser 1 milliard, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui croient tellement que ce sera un business extrêmement rentable, qui va faire une très belle exit, peut-être aller en bourse ou être acheté, qu'ils mettent de l'argent pour lui permettre d'aller très très vite en fait. Et donc si on sait que le critère de vitesse en fait est dépendant de la volonté du marché à absorber en fait ce nouveau service, et ben on a un critère en fait un peu de pari des investisseurs sur la capacité d'une boîte à aller chercher ce marché. Et donc si on se dit que nous en tant que société on veut des business positifs, comme je l'ai défini moi, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des investisseurs qui puissent nous accompagner à condition que ce soit des vrais business qui génèrent vraiment du profit, qui soient rentables sur le long terme, sur lequel des bons investisseurs, type impact ou pas, parce qu'ils pourraient être séduits à la fois par la profitabilité, à la fois par en plus le côté d'impact, puissent accompagner des belles entreprises, aller créer donc des boîtes qui pourraient être valorisées à 1 milliard. Et au-delà de, et là je me tourne vers Pascal, au-delà de la question du financement des investisseurs, etc., il y a une étude récente du BCG qui montrait qu'un autre frein en fait, dans le développement et le scale des startups à impact, c'était aussi la difficulté en fait, de travailler avec les grands groupes. Et je crois que Pascal, tu as été témoin de ça. Oui, j'ai une petite expérience dans un grand groupe. Et juste peut-être pour revenir sur ce que tu disais, Sarah, sur la trajectoire d'impact, je pense qu'il faut aussi se rendre compte, et justement quand on met en comparaison avec un grand groupe, finalement de l'exigence qu'on pose sur des entrepreneurs d'impact à qui on demande de faire de l'impact et en plus d'être super exemplaire, etc., tout clean dès le début et tout. Enfin, déjà, comme tu disais, monter une boîte, c'est pas simple. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi être dans cette vision qui a une intention. Cette intention, elle se construit, qu'elle se construit petit à petit, et que du coup, il y a vraiment une exigence forte. Par rapport à la question des grands groupes, sur ces questions de transition écologique et sociale, par rapport à la question de la transition numérique, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a un voiture-balai réglementaire. C'est-à-dire que sur ce sujet, tous ceux qui n'ont pas envie d'y aller, petit à petit, vont être contraints par des questions de conformité, de lois, de réglementation qui vont les pousser. Ça fait des années que ça dure, hein, ça a commencé sur les lois sur l'environnement, etc. Et ça va continuer. Et il y a un certain nombre, je pense, de grands groupes qui s'y sont mis parce qu'en fait, ils y sont contraints.
Et donc la question ensuite dans l'interaction avec des entrepreneurs à impact, c'est d'abord une question d'intention. C'est quoi l'intention d'un dialogue avec un grand groupe? Est-ce que c'est juste pour se faire un petit cache-sexe, pour continuer à faire la même chose et se faire un projet sympa, cool, avec une entreprise à impact, et voilà, qui va mettre des plombes à émerger, parce que la plupart du temps, quand même, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous voyez, dans un grand groupe, le nombre de personnes qu'il faut voir pour avoir une validation, rien que ça, c'est quand même assez... donc il y a cette question de quelle est l'intention. Ensuite, il y a une question de culture et de vitesse. Je veux dire, la vitesse d'une jeune start-up n'est pas celle d'un grand groupe. Les personnes qui sont dans un grand groupe ne sont pas pressées. Ils n'ont pas un risque de ne pas avoir de salaire à la fin du mois ou de ne pas développer leur boîte. Donc, ils ne sont pas du tout dans le même système d'urgence dans lequel vous pouvez être quand vous êtes entrepreneur. J'ai vécu les deux vies, je vois bien la différence. Et donc, vraiment la question, en tout cas, moi sur ce sujet, c'est vraiment, c'est quoi votre intention? Quels sont les moyens que vous mettez sur la table dans cette discussion? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Et en quoi est-ce que ça vient participer à une transformation sincère d'une partie de votre offre, d'une partie de vos projets, etc. Sans ce préalable-là, je pense que c'est très compliqué. Et donc, dans l'écosystème autour de ces grands groupes, en fait, je pense que d'avoir des écosystèmes d'entrepreneurs à impact, notamment, je pense à l'économie circulaire que je connais bien, moi, je trouve ça génial. Et il faut qu'il y en ait plein qui poussent les Suez, les Veolia à se poser des questions, à se dire, en fait, il y a des trucs que je loupe, que je fonctionne pas, etc. Parce que s'il n'y a pas cet écosystème, en fait, ils vont pas bouger. Mais par contre, il faut pas espérer. Enfin, les fonds venture des groupes, c'est rien. Enfin, c'est rien. En termes de capitalisation, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, l'intérêt, c'est vraiment de savoir si vous avez développé du chiffre d'affaires avant. Donc, c'est dans toute négociation avec un bon partenaire. Tu es prêt à faire quoi? C'est quoi ton budget? Quel temps tu veux mettre? Et à quoi on arrive? Point. Et en fait, moi, je pense qu'on peut se développer sans les grands groupes. Et je pense qu'on peut se développer sans les grands groupes aussi en créant des coalitions d'acteurs en fait qui ont envie de fonctionner. Et aujourd'hui, il y a des fonds qui vont aussi aider à aller plus vite. Donc qui suivent en fait. Parce que je pense qu'ils ont vraiment besoin de cet écosystème et de plus en plus. S'ils ont envie de transformer leur modèle sincèrement et s'ils ont envie de continuer à pouvoir recruter, il faut vraiment s'y mettre là. Je rebondis sur la notion de voiture-balai réglementaire dont tu parlais. Je trouve que c'est une belle image. Aujourd'hui, quand même, cette voiture-balai réglementaire, elle adresse surtout les problématiques environnementales. Et il ne faut pas oublier en fait que l'impact, c'est aussi l'impact social. Et Sarah, tu m'en parlais. Est-ce que trop d'entreprises aujourd'hui oublient un peu ce deuxième pan? Et surtout dans les contextes qu'on connaît de scale-up, d'hypercroissance, où en interne, ça peut aussi un peu imploser, quoi. C'est compliqué d'adresser la question sociale quand on est une entreprise. C'est beaucoup plus facile. En effet, aujourd'hui, là, on voit l'émergence d'entreprises plutôt qui ont une vocation d'impact écologique, environnemental, parce qu'il y a une opportunité de marché, parce qu'il faut trouver des alternatives et qu'on est face à une crise et une urgence très forte. Et donc, il y a des business très importants en tout cas, à accompagner sur ces sujets. La question de l'impact social, elle est plus complexe. Il y a des fonds notamment qui investissent dans des entreprises qui visent des populations, clients, consommateurs qui sont des personnes fragilisées, dans la précarité, etc. Donc, mais ça nécessite, c'est des entreprises qui vont moins vite, qui font moins de perfs, donc ça nécessite quand on est investisseur en tout cas d'avoir, soit de gérer des investisseurs qui ont un capital beaucoup plus patient, soit d'être dans une forme de philanthropie, mécénat, en tout cas via de l'investissement. Donc il y a cette question-là. Après, moi je pense que c'est important en tout cas d'investir dans des entreprises qui réconcilient l'impact environnemental et social, parce que je pense qu'on ne peut pas faire que de l'écologie ou que du social. La transition, elle se fera en étant vraiment inclusive. Donc nous, il y a deux choses il y a deux intentions qu'on a, c'est viser des entreprises qui vont adresser un maximum de clients consommateurs demain, donc d'avoir des offres qui soient accessibles. Je pense que c'est un des propos d'Omi, c'est de se dire qu'on ne fait pas
des produits pour des bobos CSP+, qui ont les moyens, en tout cas, qu'il faut rendre accessibles certains produits, notamment dans l'alimentation durable. Donc ça, c'est très important de ne pas financer des marchés de niche et donc de travailler sur ces ratios-là. Ça, c'est très important. Et de mettre du social et de l'impact social à tous les niveaux de l'entreprise. Je crois que maintenant, la nouvelle génération d'entrepreneurs a vraiment intégré quand même de plus en plus ces sujets-là, mais faire travailler des personnes qui sont dans la précarité ou qui ont une forme de handicap ou à travers des ateliers d'insertion, etc., c'est des choses qui sont assez faciles aujourd'hui à intégrer. En tout cas, sur certains, on a beaucoup de nos entreprises qui le font et qui ont des modèles. Une de mes convictions, quand on investit dans des startups aussi industrielles, c'est de pouvoir créer de l'emploi aussi demain, créer de nouvelles filières. On parle beaucoup de Made in France ou de Made in Europe, mais en tout cas d'avoir un vrai impact social, sociétal, territorial. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de réconcilier ces différents impacts. Peut-être sur ça, moi je suis tout à fait d'accord et je pense que par contre c'est pas simple pour l'avoir fait sur des services environnementaux où on essayait d'allier impact environnemental et social, c'est pas simple et d'ailleurs c'est des projets qui sont moins présents aujourd'hui, hein, tout cet aspect bottom of the pyramid aujourd'hui on en entend beaucoup moins parler. Par contre c'est clairement en fait, c'est quoi le projet de société? Pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises à impact? C'est qu'il y a un moment, il va falloir en fait qu'on entreprenne et qu'on développe des organisations dont la finalité est de respecter les limites planétaires. Il y en a quand même 6 qui sont dépassées, hein, donc voilà, il y a un peu de boulot. Et la deuxième finalité, ça va être de pouvoir offrir à chacun, peu importe là où il habite dans le monde, une vie digne, avec l'accès aux services essentiels, à porter une voix, etc. L'économiste Keith Raworth le conceptualise très bien avec le donut, l'économie du donut. Si vous voulez un conseil lecture, ça sera le mien. Mais en fait, moi je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas décaler les deux, ou en tout cas séparer les deux, ne va pas résoudre la problématique de transition dans laquelle on est. Et donc ça pose aussi la question de qu'est-ce que c'est que l'impact, et tu le disais, à quoi ça sert en fait? Qu'est-ce que j'entretiens en faisant ma boîte d'impact? Est-ce qu'en faisant une boîte d'impact sur les bioplastiques, je ne vais pas contribuer encore plus à la problématique de la pression foncière où on va falloir se nourrir, faire de l'énergie, etc., habiter et tout? Ou est-ce que... Donc, c'est vraiment aussi se poser cette question du social et du lien sociétal, ça me paraît essentiel. Tout à fait, et on en parlait aussi d'ailleurs sur la question pour le coup du contexte de guerre des talents qui se joue en ce moment. L'impact, c'est aussi comment tu gères ta boîte en interne, et puis pour le coup ça c'est vraiment un atout, je pense, quand on colle à sa raison d'être pour attirer et retenir les talents dans sa boîte. Je ne sais pas si Christian, toi tu as observé ça, tu observes ça aujourd'hui? Oui, bien sûr. Non, ça aide beaucoup. Alors, ça aide beaucoup avec. Pour pas rester dans les images vraiment d'Épinal, dans mon expérience d'avant, en vestiaire collective, on avait vraiment énormément d'argent. Et donc, avoir énormément d'argent, ça aide aussi beaucoup à avoir des super talents, en fait. Donc, on sait qu'on a une génération qui veut du sens. Donc, ça peut être vraiment un truc magnétique, en fait. Donc, chez OMI, j'ai cette chance, en fait, de pouvoir avoir vraiment une équipe vraiment très très solide, très expérimentée et qui, en plus de leur talent, se sentent au bon endroit parce qu'avec de la clarté dans la mission, de la clarté dans le positionnement et énormément de travail de management. Donc je pense que je fais plus d'attention au management aujourd'hui que je le faisais hier. Parce que tout ça s'entretient en fait. Quand tu as des super talents qui viennent là pour une mission, l'ouverture, la discussion, est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va pas là, comment on le fait, est-ce que là on se corrompt, est-ce que là on se corrompt pas, ça prend du temps. Et de la même manière, donc bien entendu, on a choisi d'équilibrer hommes-femmes dans les cofondateurs, dans l'investissement, à tous les étages de l'entreprise. Donc du coup, il faut prendre le temps.
parce que ce que tu veux pas, c'est staffer la personne du bon sexe, mais avec un talent moyen. Tu cherches à être et du bon sexe et la meilleure personne possible, en fait. Du coup, ça prend un petit peu de temps. Faire en sorte qu'à la fin, on ne se retrouve pas que avec des HEC, Centrale, Bac plus 5, et tous pareil. C'est pareil, ça prend un petit peu de temps aussi. Donc, il faut laisser de l'espace à plein d'endroits dans le recrutement. Et donc, en effet, avoir la capacité d'attirer des talents, des gens qui veulent travailler dans l'entreprise dans laquelle on est, nous donne finalement en fait, cette capacité de prendre quand même notre temps, de maîtriser en fait notre croissance et de créer une équipe solide. Et alors, du coup, moi je pense vraiment que créer une équipe solide, ça vaut beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'entreprise que de créer une entreprise vite en fait. Donc le staffing, en prenant le temps comme ça, en jouant la diversité, l'égalité, etc., ça crée une espèce de puissance et d'adhésion des équipes sur le long terme qui, à mon avis, nous rend sur le chemin, en fait, si on arrive à construire une belle entreprise, parce que c'est une toute jeune entreprise, c'est pas gagné. Donc il y a encore beaucoup de travail, de challenge, de réussite et d'échecs devant nous, probablement. Et donc, voilà, je pense qu'on est une équipe vraiment solide quoi, pour affronter ça. Peut-être pour le mot de la fin, pour qu'on puisse prendre quelques petites questions derrière. En fait, l'idée de la table ronde, c'est quand même, si je caricature, de savoir si demain on pourra avoir des licornes à impact. Et en fait, certaines personnes prennent le problème un petit peu à l'envers en disant qu'en fait, il faut juste revoir la définition de licorne en intégrant en fait une valeur sociétale en plus de la seule valo financière de la boîte. Est-ce que, alors je m'adresse à vous trois pour le coup, vous trouvez que c'est une perspective intéressante ? Pour moi, c'est nécessaire. Je pense que oui, il faut qu'on arrive à... C'est pas simple comme sujet, mais je pense que c'est la clé d'arriver à mesurer en fait la valeur sociétale, sociale, écologique des entreprises et de l'intégrer et de ne plus avoir uniquement cette même mesure de la performance financière. C'est quoi le coût évité pour la société, pour la planète ? C'est quoi on le sait sur tout un tas de sujets. Donc il y a cette notion de coût évité. Donc plus ça rejoint le sujet de l'analyse de l'impact, plus on va matérialiser ces impacts, plus on va avoir aussi de données, de cadres, de référentiels sur ces différents sujets, plus ce sera facile aussi de le matérialiser, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu compliqué. Donc pour moi c'est nécessaire, ça va prendre du temps, mais il faut vraiment qu'on change de façon systémique la valorisation des entreprises en fait. Et je parle de coût évité, mais il y a aussi les bienfaits, tout ce qui va être comment est-ce qu'on mesure les externalités positives. Et ça, ça va prendre du temps, mais pour moi c'est vraiment la clé. Alors quand même, moi je dois souligner que Vestiaire Collective est une licorne, est une bicorp, et a été cofondée avec 2 cofondatrices. Donc on a quand même coché pas mal de cases, donc il y en a, ça existe. Alors j'avoue, c'est un peu un contre-exemple, parce que la plupart des autres sont pas teintés comme ça. Néanmoins, nous, on n'a jamais cherché à être une licorne, c'est absolument pas un achievement en soi, on n'était pas en quête de ça, on voulait faire une grande aventure, mais on se fichait en fait de l'étiquette, peut-être même qu'elle n'existait pas à l'époque. Donc aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas si c'est un modèle qu'il faut suivre. C'est vraiment plus un truc de journaliste, et aucune attaque là-dessus, quoi. Mais c'est un peu de la hype ou de la contre-hype ou du bashing ou je sais pas quoi. Donc peu importe en fait la taille de l'entreprise et voilà. Donc on a besoin de champions, ça c'est évident en fait. Donc est-ce qu'on crée un deuxième critère qui donnera hype dans quelques temps pour les entreprises qui considèrent avoir un impact très positif au-delà de la juste valorisation? Oui, bien sûr, il faut fabriquer quelque chose. Est-ce que du coup, il y aura 50%, on ne fera pas un quota de 50% de licornes à impact, ça n'existera pas en fait. On le voit, le gouvernement va vers le Next 40, etc. pour faire de la cotation boursière. Donc il y a une volonté en fait de montrer qu'on a des belles boîtes, qu'on est des champions, qu'on est bien en France pour créer des entreprises. Et donc ça s'accompagne. Probablement, Mouvement Impact France, et je pense... moi, en tout cas, une des organisations les plus visionnaires, je pense, sur l'accompagnement en fait de c'est quoi de construire une entreprise de manière un peu différente. Je pense que ça doit être très compatible avec le profit. Jean, Eva sont vraiment dans cette ligne-là aussi.
Donc après, si on arrivait à avoir de l'appui gouvernemental et une capacité à donner une autre teinte, justement parce que c'est vrai quand on prend plus de temps, qu'on prend d'autres bicorps pour acheter nos prestations, à la fin ça coûte un peu plus cher et c'est un peu plus lent. Et du coup, c'est vrai que nous, les efforts qu'on fait dans OMI pour fabriquer nos produits, il y a plein de choses qui finalement nous coûtent plus cher. Le packaging qu'on met sur les produits, les kilomètres qu'on enlève, les prestataires qu'on ne prend pas. Hyper intéressant, hein, quand vous achetez sans savoir qui vous livre, eh ben, le mec il va être payé 80 € la journée. Si on prend une entreprise digne de ce nom qui fait la livraison du dernier kilomètre sans passer par des prestats, sans regarder, ça va être le double, voire le triple du prix en fait. Donc ça n'a juste rien à voir. Donc nous, chez OMI, on a choisi la catégorie où on se dit bah ouais, ils payent bien leur gars, c'est eux qui payent les PV, etc. Donc on a vraiment un vrai engagement. Ça nous coûte un peu plus cher. Donc forcément, notre consommateur final, il paye une part de ça en fait. Donc en termes de livraison, je suis moins compétitif que plein d'autres en fait. Donc ça, ce serait juste brillant qu'on puisse avoir quelque chose qui nous permette de le considérer, de le labelliser ou pourquoi pas d'aider nos économies à s'améliorer parce qu'on fait bien les choses. Je trouve très intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire aussi que comment est-ce qu'on évalue pas juste l'organisation dans ses activités mais sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Quels sont les choix que je fais en amont et qui vont faire que je vais acheter plus proche, etc. etc. Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu aussi de valoriser cet effort et comment ça se traduit. Parce que derrière, c'est des impacts directs, indirects, qui soient économiques, écologiques, sociaux, etc. Et on a vraiment besoin en fait d'avoir ces grilles de référentiel qui soient les communes à tous. Et ça, le problème aujourd'hui, c'est que sur l'ESG, chacun met ses indicateurs, à part si je suis dans un référentiel comme Bicorp, mais chacun va mettre un peu ses indicateurs et en fait, on ne sait pas trop ce qu'on compare. On compare des pommes, des poires, c'est un peu compliqué. Donc la question de la chaîne de valeur et comment est-ce qu'on va arriver à partager des indicateurs communs pour évaluer de la valorisation de ces sujets qui n'ont jamais été comptés, et c'est pour ça qu'on n'en prend pas soin d'ailleurs. Hein. Je veux dire, il y a un moment où ils ne sont pas sur la table, ils ne sont pas discutés, ils ne sont pas évalués. Il y a très peu de boîtes qui évaluent réellement leur impact positif et négatif sur ces sujets. Eh bien ça, c'est très important. Après, sur la question des licornes, moi j'adore les licornes, mais pour d'autres raisons. Franchement, pour moi, le sujet, c'est la question de c'est quoi l'impact que tu arrives à avoir. Combien de personnes t'as touché? Combien de personnes ont changé leurs habitudes, sont engagées dans la transition, ont changé leur vie, ont eu accès à un service essentiel, etc. Et à la limite, que ce soit porté par une asso, une entreprise à impact, un grand groupe ou quoi que ce soit, moi, sincèrement, mais vraiment, c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est quoi l'intention et comment tu arrives à réellement changer la situation dans laquelle on est, où aujourd'hui, on est en train de totalement détruire la capacité de régénération de la Terre sur laquelle on vit et qu'on a encore beaucoup de gens qui vivent dans des conditions qui sont absolument inacceptables. Donc, licorne, pas licorne, sincèrement. Je crois que c'était le mot de la fin. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va peut-être prendre une ou deux questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à vous lever quand on vous donne le micro. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question, vous en avez un peu évoqué là sur la toute fin, mais par rapport à la mise en concurrence. Justement, vous parliez que un coup de pression sur une entreprise, ça peut faire prendre des chemins de traverse. Et du coup, comment on fait quand il y a de la concurrence pour soi-même pas prendre des chemins de traverse ou s'assurer que les concurrents le font pas? Moi, ça me paraît essentiel en fait comme question, justement quand on parle de tout ça. Donc voilà, est-ce que vous avez des garde-fous? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport? Moi, je peux essayer de donner un début de réponse, en tout cas. Je vois deux manières de répondre à ça. La toute première, savoir ce que tu prends comme décision. Nous, on le fait assez collégialement dans l'entreprise. Donc, on n'est pas tous obligés d'être d'accord pour décider et avancer. Néanmoins, on partage beaucoup. On a eu un cas d'école. Amazon qui nous a approchés, ils voulaient vendre nos produits. Tu fais du client, tu as tes produits chez Amazon. En vrai, en termes d'écologie, de livraison, ils sont vraiment pas pires que les autres, voire ils sont meilleurs. Point de vue très personnel du CEO qui dit ça.
Mais en fait, on s'est rendu compte que ça allait mal teinter la marque. C'était un mauvais pas, en fait, quoi qu'on puisse en penser, parce qu'en interne, ça marchait pas. Du coup, on a juste évacué le sujet. Mais on s'est autorisé à se poser la question. Et ça, c'est hyper important sur cette manière de gouverner, de se dire non, mais il n'y a pas de question d'abou, même si ça peut paraître hyper chelou, que tu parles d'Amazon, vas-y, pourquoi pas. Et donc, on a évacué le sujet assez vite. Donc, vraiment se poser des questions. Ensuite, la deuxième chose, c'était un concurrent, tu vois, qui, dans mon examen personnel aussi, sur Omi. Donc, on a choisi des livraisons responsables, économiquement viables et responsables, en fait. Et ben, on en fait un atout, on le dit à nos clients. Et du coup, on trouve des clients qui sont dans cet axe-là. Et ceux qui n'y sont pas, donc si dans le B2B, si tu as deux compétiteurs, en fait, il y en a un qui peut faire d'une force, en fait, les atouts typés ESG ou quoi qu'il a. Donc, je pense que c'est une bonne manière de ne pas se sentir obligé de faire quelque chose où, finalement, tu as l'impression de trahir la mission initiale. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une dernière petite question, si vous voulez. Merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez un avis sur le modèle Time for the Planet? Qui investit? Hein? Moi, j'ai investi. Ouais, moi, je suis associée. Ouais. Bah, t'as un avis, alors. Ouais, c'est bien. Moi, je trouve que le projet, il est clair. Donc, il fait exister quelque chose d'intéressant. Après, dans la manière dont c'est exécuté, les projets qui sont choisis, j'avoue que j'ai pas fait très attention à ce qu'ils faisaient, en fait. On sent une teinte très particulière qui leur est propre. Franchement, je pense que ça va dans la bonne direction, en fait. Donc moi, je suis très promoteur de ce type d'initiative qui montre que tous ensemble, on peut adhérer à des idées, des choses dynamiques, et qu'après, ça peut mettre de l'argent, permettre à les boîtes de se développer. Donc je trouve ça vraiment super. Et peut-être pour compléter, moi, ce que j'aime bien avec Time for the Planet, c'est qu'en fait, ils utilisent des outils qui ont servi plutôt à capter votre attention, à vendre des trucs qui ne sont pas forcément toujours ultra essentiels, au service de l'impact. Et en fait, moi, je pense qu'il faut prendre tout ça, en fait. Et puis, il faut le mettre vraiment au service de l'impact. Donc, j'aime bien cette idée de dire, OK, c'est quoi les meilleures techniques, les meilleurs outils qu'il y a aujourd'hui pour faire du marketing, pour toucher des gens, pour structurer une communauté. La structuration de la communauté Time for the Planet, c'est incroyable. Vraiment, le boulot est remarquable. La façon dont ils ont parlé de parties prenantes, dont ils ont structuré cette communauté, dont ils ont des gens qui participent, etc., c'est hyper fort. Bah, si tous ces outils efficaces, on peut les mettre au service de l'impact, allons-y, moi je trouve ça top. Moi, je viens du crowdfunding, donc évidemment, je trouve que c'est une bonne initiative. Je suis d'accord avec toi, ça va dans le bon sens, en fait. Après, en effet, tout ce qu'on peut mettre comme moyen, et moi, j'aime bien cette idée de création de communauté, d'influenceurs, de pionniers, pour changer les choses, la dynamique, pour investir dans des entreprises positives. Moi, je trouve que c'est une super idée. Eh bien, merci à tous et à toutes.